Allez, viens là, toi. Allez. Oh, tu veux pas travailler avec papa? Regarde. Oh oui. Non mais regardez-moi. Ce gros pépère là, hein? Ah, ah. Tes griffes. Ah, tes griffes. Ah. Bon, pour la faire courte, le piercing ça existe depuis très longtemps. Vous vous souvenez de Otzi, le mec tatoué d'avant JC dont je vous ai parlé dans la vidéo sur les tatoueurs? Et ben apparemment il avait des piercings au niveau des lobes. Il était tellement en avance sur son temps. C'est fou. Le piercing fut beaucoup utilisé par les peuples africains d'Asie et d'Océanie. Par exemple, dans l'Égypte antique, il fut utilisé en tant que marqueur social. Les boucles en or étaient réservées aux hauts rangs sociaux et seul le pharaon et sa famille avaient le droit de porter des piercings au nombril. Alors que maintenant, tu te fais un piercing au nombril, tu n'auras même pas la même considération. Loin de là. Petit bond dans le temps. Le piercing commença à se démocratiser aux États-Unis lors des mouvements hippie puis punk. Pour la France, c'est plus dans les années 90 que le piercing commença à percer. Oui, bah ça va, hein, j'ai le droit de faire un peu d'humour quand même, oh, c'est bon. Hein. Bref. Et c'est étonnamment grâce à Jean-Paul Gaultier qu'il est mis en avant dans des défilés avant-gardistes. Qui l'eût cru? Maintenant, le piercing est plus vu comme une amélioration esthétique qu'autre chose, sauf dans certaines régions ou tribus où cela sert plus en tant que rituel d'initiation ou une tradition. Mais du coup, il faut faire quoi pour être perceur? Eh bien, c'est comme les tatoueurs. Apprentissage, formation d'hygiène et salubrité, tout ça, mais à ne pas confondre. Un tatoueur n'est pas un perceur, et inversement. Bien que les deux soient souvent liés, ils ne font pas la même chose et la technique est totalement différente. Tu veux sortir, c'est ça, hein? Tu veux sortir? Bah allez, zou. Casse-toi. Allez, sors. Voilà. Bon, on va pouvoir reprendre. Pour en apprendre plus, je suis allé voir Aurélien, propriétaire du Scary Needles, avec une de ses collègues, Alex, qui ont accepté de parler de leur métier. Alors bonjour, je m'appelle Aurélien, j'ai fondé Scary Needle en 2002, la première montée en centre-ville du Mans en 2002 et la deuxième à La Chapelle en 2018. Là aujourd'hui on est 6 au total. Eh ben moi c'est Alex, voilà tout simplement, avec un E à la fin. Donc là en fait à l'âge de 10 ans en fait j'ai fait poser ma première boucle d'oreille. Et en grandissant, en fait, je me suis aperçu qu'on pouvait mettre des bijoux ailleurs que sur les lobes. Donc j'ai sauté dedans. Alors, je te dirais même que c'est lui qui m'a choisi. Donc voilà. Et il m'a bien choisi. Donc ça va faire moi à peu près 2 ans et demi que je me suis lancée dedans. Et du coup, j'ai choisi simplement pour le côté fun, pour le côté clientèle de ce qu'on peut apporter aux gens. Le fait qu'ils ressortent d'ici avec le sourire, le côté conseil, le côté soin, le côté pédagogue, enfin voilà. C'est quelque chose, c'est un métier qui englobe quand même beaucoup de métiers, beaucoup de panels. Et c'est quelque chose qui me plaît. Ça booste, il y a beaucoup de boulot et j'aime ça. En tant que perceur, on est là pour décorer le corps des gens. On est là pour ornementer les oreilles, les nombrils, les rendre plus jolis, plus attrayants. C'est pas juste bonjour, tu veux un trou, ok je te le fais et puis tu repars. C'est des conseils, c'est des soins, c'est aussi un peu de, comme je te disais, de pédagogie, rassurer les gens. Parce que les 3/4 des gens qui arrivent ici, ils ont tous une phobie des aiguilles. Donc c'est les rassurer. Savoir les rassurer, des fois c'est pas évident, surtout chez les enfants par exemple. Donc c'est aussi ce côté-là qui est bien. Et c'est pas qu'une aiguille qu'on enfonce, c'est pas que ça être perceur. C'est tout un panel, savoir aussi les conseiller sur les bijoux. Quels bijoux tu vas pouvoir mettre après. C'est pas qu'une aiguille qu'on transperce dans la peau.
C'est pas que ça. Ah, les zones à percer, si, parce que y en a quand même, c'est divers. Alors après, il ne faut pas se lancer sur n'importe quoi et faire attention à ce qu'on veut percer, comment c'est faisable ou pas. Toutes les oreilles, par exemple, ne sont pas pareilles, donc on ne peut pas tout percer sur une oreille. Les gens, des fois, sont déçus d'ailleurs. Ah bon, je peux pas me faire ça? Ben non, c'est pas possible. Anatomiquement, des fois, c'est pas possible. Donc voilà. Après, voilà, toutes les zones sont plus ou moins perçables, mais il faut que ce soit bien fait et avec du sérieux et que ce soit conseillé ou pas, du coup. Elles sont diverses et multiples, hein, donc on peut aussi bien sur le visage percer les arcades, les narines, le septum, la langue, les oreilles. Les oreilles, on peut compter au moins 6 ou 7 perçages différents, la conque, l'hélix, l'anti-hélix, le rook, le dace, toutes des zones différentes et puis forcément avec des techniques différentes et des bijoux différents qui vont s'adapter à chaque zone, quoi. Ne pas chercher à devenir perceur du jour au lendemain. Je pense qu'il y a un travail d'apprentissage en fait au niveau théorique qui est extrêmement important. Donc en premier lieu pour moi en fait la meilleure méthode c'est de se faire embaucher dans une boutique digne de ce nom et se faire former par le professionnel en place. Parce qu'il existe diverses formations payantes. Vous paierez 1 500 € pour 3 jours de formation, mais je vous assure que pour connaître toutes les zones du corps en 3 jours, c'est juste impossible. Surtout que si derrière vous avez en fait pas de lieu d'activité réglementaire pour exercer, vous oublierez en moins d'une semaine tout ce que vous avez pseudo appris en 3 jours. Alors il y a une formation hygiène salubrité pour les métiers donc du piercing, du tatouage, du maquillage permanent. Donc ça c'est une formation réglementaire et obligatoire de 3 jours, 21 heures de formation, où en fait on n'apprend pas spécialement grand chose dans cette formation, c'est juste réglementaire pour pouvoir en fait avoir le droit d'exercer dans un lieu. Elle est obligatoire. De toute façon en fait sans cette déclaration on ne peut pas se déclarer en ARS pour l'exercice de la pratique du tatouage ou du piercing dans un lieu. Alors on devient perceur déjà avec une formation d'hygiène et salubrité qui est obligatoire. Sans ça, c'est faire du n'importe quoi, n'importe qui. Et c'est pas vraiment autorisé dans le piercing, sachant qu'il y a quand même beaucoup de règles d'hygiène qui sont très importantes à apprendre. Et on ne devient pas perceur en se disant « Allez, vas-y, donne-moi ton oreille et on y va ». Non, c'est pareil. Les zones, comment se positionner, comment faire, tout ça, ça s'apprend. Et je pense que je suis tombée d'ailleurs sur de super bons formateurs qui m'ont super bien appris. La pédagogie était de mise et c'est comme ça qu'on apprend bien, surtout. Des cobayes, évidemment, beaucoup de cobayes. J'ai fait du mal à beaucoup de mes copains. Merci les copains. Mais c'est ce qu'il faut. Beaucoup de patience. Et puis voilà. Non. Je dirais qu'un piercing qui est pas cher, c'est pas un bon salon. Voilà, tout simplement. Alors évidemment, ça attire hein, les piercings à 20 €. 3/4 du temps, ça donne pas des bonnes choses. Donc on ne peut pas aller partout. Quelqu'un qui ne vous demande pas une carte d'identité, qui ne vous demande pas de remplir des papiers, qui vous dit pas qui vous conseille pas, qui vous dit pas que ça peut être aussi dangereux, quelqu'un qui ne fait pas tout ça et qui est juste là en vous disant « Vas-y, assieds-toi, je te perce », et ben c'est pas un bon perceur. Tout simplement. Alors partout, moi ce que je recommande aux gens c'est de se renseigner sur le salon et le professionnel qui va agir sur leur corps. En général ça marche plutôt du bouche à oreille. Après en fait voilà, les critères de choix en fait ne doivent pas être faits par rapport au prix. Ça c'est déjà une première des choses. Après en fait voilà, bien se renseigner sur son professionnel, son expérience et sa capacité à répondre à la demande. Ça c'est ce qui me semble être essentiel pour faire son choix. Pistolet automatique, hein, tout simplement, enfin, pour nous ça revient exactement au marquage du bétail en agriculture. Clairement, en fait, c'est un ressort qui envoie un bout de métal dans les chairs. Ce bout de métal, il l'appelle le clou. Donc le clou n'est pas pointu, n'a aucune propriété pour percer la peau correctement. Donc l'effraction cutanée étant très violente à cause du ressort, elle déchire les chairs et tissus, provoque en fait une réaction inflammatoire directe et vraiment une douleur vive pendant 2 à 3 heures avec gros élancements dans l'oreille. Les bijoux posés ne sont absolument pas adaptés, en fait tout simplement parce qu'ils s'en servent. Donc c'est un pistolet perce-oreille, mais en fait comme si tout le monde avait la même épaisseur d'oreille. C'est pour ça que nous en fait on est équipé de bijoux en fait dans toutes les tailles, du 5, du 6, du 7, du 8, du 10 mm.
hein, de façon à pouvoir s'adapter à toute morphologie. Après, en fait, qui utilise ces pistolets, c'est généralement une vendeuse en bijouterie, hein, qui n'a pas reçu une formation adéquate et qui va en fait percer un petit peu comme ça vient. Hein, surtout que ce ressort va générer en fait un phénomène de recul, et bien généralement les gens ne sont pas percés au bon endroit. Donc quand ça arrive sur une personne adulte, ça peut aller, mais quand on parle de nos bambins qui ont entre 3 et 5 ans, je trouve ça plutôt dommage d'aller faire esquinter nos enfants chez un bijoutier. Une bijouterie, après voilà, ça fait partie des mœurs, c'est depuis la nuit des temps, on se fait percer en bijouterie, parce qu'avant le nom de perceur, ça sonnait pas très très bien, il y a encore 20 ans, c'était un peu plus grunge et du coup on n'allait pas se faire percer les oreilles chez les perceurs. Maintenant c'est beaucoup plus développé et ça devient beaucoup plus lambda et c'est même mieux. Les bijouteries nous envoient maintenant les clients en nous disant allez là-bas, parce qu'elles savent très bien que beaucoup de pistolets font des dégâts. Et le pistolet, c'est quelque chose qui est rangé dans un placard tous les soirs, qui n'est pas stérile. Nous, tout notre matériel est stérile et à usage unique, et c'est ce qui fait la différence entre un bon perçage et un perçage de bijouterie. Et déjà, essayer de faire des stages, au lieu de se lancer tout seul, chez n'importe qui, en faisant n'importe quoi. Et puis, surtout, savoir se renseigner. Être autodidacte aussi, ça aide des fois, mais pas trop. Il faut savoir aussi le faire et correctement. Et puis tomber sur les bonnes personnes, tout simplement. Formation hygiène et salubrité, de toute façon, c'est obligatoire. Il n'y a pas d'autre choix que de passer par là pour pouvoir percer. Après, ce qui est dommage, c'est que des fois, l'ARS ne fait pas les contrôles qu'il faut non plus. Donc il y a des gens qui percent sans forcément cette formation. Mais dans tous les cas, normalement, elle est obligatoire. Ouais. Alors, le conseil à donner, ce serait... déjà en fait de s'intéresser à une ou à l'autre de ces pratiques. Tout simplement, j'entends beaucoup de jeunes, oui bonjour, je veux devenir tatoueur perceur. Mais déjà en premier lieu, en fait, c'est de choisir entre le tatouage et le perçage. Tout simplement, ça ne requiert pas les mêmes facultés. Dans chaque activité requiert des facultés différentes, hein, qui sont propres à l'activité. Et clairement déjà, en fait, se positionner sur l'un ou l'autre des métiers, et ensuite en fait faire les choses correctement, s'y intéresser, se rapprocher des professionnels. Il y a toujours en fait des postes qui peuvent être pourvus, et en fait, comme je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, pour moi la meilleure chose, c'est de se faire former par un professionnel en activité. Clairement, c'est pour moi le meilleur choix. Trouver un formateur professionnel et non pas quelqu'un qui va vous réclamer de l'argent pour une semaine de formation où en fait vous n'aurez absolument rien appris en une semaine. Une formation piercing, pour moi, ça s'étale de 6 mois à 1 an minimum. Tout ce qu'il y a, en fait, il y a déjà en fait tous les métaux et les matériaux que l'on pose à l'implant à connaître. Après, il y a toutes les tailles. Les bijoux, en fait, il y a du fer à cheval, il y a des barbelles. Barbelle droite, barbelle courbe, les bananabelles, il y a des anneaux, en fait, donc après il y a les sections intérieures, les bijoux sont en 1,2 ou 1,6, pourquoi on va poser du 1,2 dans telle zone, pourquoi du 1,6 dans d'autres. Voilà, il y a déjà en fait tout ça à bien connaître et bien retenir. Après, il y a les conséquences des perçages sur les soins. Les soins sont très importants à connaître, et éventuellement les soucis qu'on peut rencontrer après perçage. Les sollicitations, si vous faites percer l'oreille, vous dormez beaucoup dessus, ce ne sera pas impossible de développer une petite excroissance, comme un petit bouton qui pousse à côté du perçage, qui peut être très facilement réglé. Si les gens en fait ont pris le conseil en temps et en heure, on peut leur conseiller très rapidement en fait ce qui ne va pas pour pouvoir l'améliorer, et puis en fait que la cicatrisation se passe normalement. Donc tout ça pareil, ça fait partie de la formation. Avant d'arriver et de prendre une aiguille, clairement il faut connaître les matériaux, les types de bijoux, les zones, les problématiques que chaque zone peut engendrer. Donc c'est un cheminement théorique déjà en premier lieu, et après pour arriver à la pratique. Alors déjà le premier conseil, c'est de venir se renseigner en boutique, de parler avec le professionnel en question, hein, sur ses craintes, ses doutes. Et en fait, justement, nous, on est là pour répondre à toutes les questions qui nous sont posées, pouvoir en fait instaurer un climat de confiance ou non. C'est le client qui justement fera son avis là-dessus. Mais justement, dans un premier lieu, ne pas se déplacer en boutique de but en blanc pour se faire percer, se mettre une pression de ouf. Il faut vraiment venir dans un premier temps pour se renseigner, prendre les conseils,
réfléchir et après passer à l'acte si toutefois la personne était justement dans notre climat de confiance. Nous, en fait, moi étant perceur depuis maintenant début de l'an 2000, je pratique tous les piercings faisables, avec un taux de faisabilité correct, tout ce qui est vénum, génitaux, hommes, femmes, chose que tous les perceurs ne font pas. Eh ben, il faut faire attention, surtout à l'accueil. Je te dirais, le premier abord, c'est l'accueil que tu vas trouver au magasin, au shop où tu vas. Donc déjà, ça, c'est très important. À ce qu'on te demande une pièce d'identité, à ce qu'on te donne déjà des conseils de soins et des conseils avisés à l'accueil. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, un piercing pas cher, c'est pas un bon piercing. D'accord. Donc, surtout s'il est à 20 €. Donc oui, c'est alléchant, mais un piercing à 20 €, c'est pas de qualité, quoi. Donc voilà. Il y a beaucoup de mauvaises expériences et je peux comprendre que les gens après soient réticents. Les aiguilles, ça fait peur aussi. Donc les gens montent des montagnes dans leur tête et du coup, ça aide pas à ce qu'ils viennent nous voir. Internet aussi. C'est pas bon d'aller voir sur Internet avant de se faire percer, les gens se font peur. Mais qu'est-ce que je pourrais dire ? Simplement qu'ils viennent découvrir, puis qu'ils aillent chez les bonnes personnes, ouais. C'est surtout ça. D'autres choses à rajouter ? Non, je vois pas. À part que mon métier est fun, pas vraiment. Ouais, c'est un bon milieu. On s'éclate quand même assez bien, tout en étant sérieux dans ce qu'on fait. Qu'est-ce qui me passe par la tête ? Voilà, l'information qu'on doit à nos clients est essentielle, en fait, avant, pendant et après perçage. Donc moi, à nos clients, ce qu'on leur conseille, c'est effectivement toujours de bien prendre tous les renseignements avant de faire un perçage, avant de faire le moindre acte, bien se renseigner sur les contraintes que ça va engendrer derrière, bien pouvoir se mettre en condition pour se faire percer. On ne va pas se faire percer la langue la veille de son anniversaire, hein, j'en passe et des meilleurs. Donc voilà, toujours bien prendre ne pas juger en fait l'acte de piercing comme anodin. Et voilà, même si on dit qu'un perçage peut être enlevé, il n'empêche qu'il y a quand même une réflexion à avoir et vraiment toujours prendre le temps de réflexion pour pouvoir prendre la bonne décision. Merci à toute l'équipe de Scary Needles de m'avoir permis de réaliser cette vidéo. Je vous mets les liens de la boutique en description. Vous pouvez me suivre sur mon Insta. S'il y a des choses que vous souhaitez rajouter ou à me corriger, n'hésitez pas à la section commentaires et faites pour ça. Et s'il y a des métiers qui vous intéressent pour en faire de futures vidéos, dites-le moi. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo et la partager si elle vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau métier et surtout, restez curieux.